Et salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur Roll or Die. Je ne suis pas seul, je suis en présence de Sébastien des 12 singes. Comment est-ce que ça va, Sébastien? Eh ben, ça va super, je suis très content de te retrouver ici même pour parler jeu de rôle qui est ma foi une passion commune. Donc c'est vraiment voilà, toujours très agréable de te retrouver. Donc Eh merci de oui, l'invitation. bah écoute, un plaisir, en plus pour Noblesse Oblige, qui au moment où on parle, on est donc le jeudi 2 mai, il est 21 h et on vient tout juste de passer les 100%, on est maintenant à combien? On est à 101% sur le financement participatif, donc Ouais. c'est validé. Donc tout ce que l'on dit, c'est du concret en fin de compte. Tout ce qu'on va dire, c'est du Ouais, concret. ça y est, cette fois c'est sûr, c'est concret, le jeu existera vu que la communauté qui s'est mobilisée permet d'en financer la production. Donc maintenant il s'agit d'en enrichir le contenu et puis de permettre d'avoir un tirage qui va au-delà du premier noyau dur de passionnés pour que le jeu puisse exister le plus longtemps possible en boutique, hein, parce que c'est aussi l'enjeu de ces précommandes participatives. C'est à la fois pour les souscripteurs d'avoir une édition particulière. Donc là, en l'occurrence, nous, on a l'habitude d'offrir l'édition digitale du jeu en plus de la version imprimée. Mhm. Sachant que chez nous, les éditions digitales, c'est pas seulement on t'envoie le PDF de la prod, mais il y a un très très gros travail qui est fait par une de nos collaboratrices, Roxane, que je salue à cette occasion, qui s'empare du manuscrit, qu'on fait certes des PDF dynamiques avec des liens et tout ce qu'il faut, mais Parfait. surtout qui nous produit des kits vraiment remarquables qui permettent de jouer en distanciel sur n'importe quelle table virtuelle et qui met un soin très particulier à ce que au-delà du texte, qu'on ait un matériel adapté à ces plateformes. Et puis l'autre enjeu, c'est que plus on est nombreux à se mobiliser, et plus la jauge va monter, et plus on va avoir d'argent pour permettre un tirage qui va au-delà des quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui y croient très très fort. Et grâce à elles, ce jeu va arriver en magasin. Et plus elles seront nombreuses, et plus le jeu va pouvoir y rester longtemps s'il interpelle sur les étagères. Ça va aider aussi les magasins à prendre confiance, à en mettre plus ou moins le Mhm. premier jour lors de Enfin, voilà, donc ces opérations participatives, elles sont participatives à bien des égards et avec des conséquences sur la vie d'une œuvre, Ok. sur du court, moyen et long terme. En plus de ça, là, c'est vrai que tu parles d'un point de vue édition pour sa durabilité, mais c'est vrai que là, simplement soutenir le projet maintenant, c'est intéressant parce qu'il va y avoir potentiellement des paliers qui vont se débloquer, je suppose. Ouais, c'est ça. Alors, ce qu'il faut dire au préalable, c'est que donc Noblesse Oblige, c'est un jeu de rôle qui est hérité de la tradition dite des PBTA, des jeux propulsés par l'Apocalypse. Qu'est-ce que ces jeux dont un peu différent du jeu de rôle traditionnel? C'est qu'en fait, ils cherchent pas forcément à tout simuler. Ils ont quelques règles qui se focalisent sur ce qui est vraiment au cœur du jeu, ce qui va être intense. Là, en l'occurrence, c'est un jeu sur un genre, le KPDP. Hmm. Donc, on ne cherche pas à avoir une liste de compétences qui permettent de tout et tout faire dans toutes les directions possibles, mais d'avoir un corpus de règles qui fait la belle part à ce qu'est l'enjeu de cet univers, c'est-à-dire des duels d'honneur, des fêtes dans des tavernes, des prouesses acrobatiques dans des lieux insolites, euh, des Ouais, romances. c'est très cinématographique en fin de compte. Voilà, c'est très cinématographique. On laisse place Euh, davantage à la narration, potentiellement, c'est ça? Ouais, et à l'improvisation collective. C'est-à-dire que c'est des jeux où déjà pendant la première séance, les joueurs ils vont créer leur personnage, ils vont créer l'entourage de leur personnage, ils vont créer les liens entre tous ces personnages, les leurs et leurs personnages secondaires, et ça va devenir la matière de l'animateur, le maître de cérémonie, comme on l'appelle dans ces jeux-là, pour créer une fiction dont ils soient vraiment les héros. C'est-à-dire que c'est pas des jeux où tu es venu endosser avec ton build la possibilité de triompher d'un problème et de démontrer la supériorité de tes choix stratégiques et tactiques, mais c'est vraiment des jeux où on coécrit la fiction autour des personnages que tu as inventés. C'est-à-dire que le meneur de jeu, il va devoir nourrir l'aventure, construire l'histoire avec ce que les joueurs lui apportent en première séance. Et donc là, dans le cadre de ces précommandes participatives, parce que ça peut être aussi un défi un peu délicat à relever pour les meneurs de jeu débutants ou pour ceux qui débutent dans cette façon de jouer le jeu de rôle, Ouais. au-delà de la production du jeu de base, c'est de permettre aux auteurs de travailler et de nous proposer des situations clés en main qui soient adaptables à n'importe quel type de combinaison de groupe de personnages pour que le maître de cérémonie soit
Pas seulement se dire ok, il faut que j'invente tout avec mes joueurs. Je vais avoir un catalogue de petites situations faciles à adapter avec des conseils qui vont faire l'objet de petits PDF complémentaires au produit initial qui seront voilà, le propre de cette édition liée aux souscripteurs. Et puis si jamais, ma foi, ça devait mobiliser les foules, on sera peut-être en capacité d'imprimer le recueil de toutes ces propositions et de le proposer au magasin dans un second temps, Ah, ça serait au-delà chouette. même de la vie du jeu de base, quoi. Ça serait Donc carrément ça, chouette. serait, voilà, c'est ce qu'on espère. Mais bon, voilà, hein, c'est aujourd'hui imprimer des jeux de rôle, c'est imprimer des très beaux livres avec une exigence esthétique assez forte, bien plus forte que celle d'un simple roman, tu vois, où tu lis du texte en une colonne. Et donc, ça mobilise beaucoup de talent, beaucoup de travail, et c'est surtout des structures de coûts qui sont assez onéreuses, hein. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent trouver le jeu de rôle cher, mais voilà, regardez, hein, des fois quand on voit les sommes sur les plateformes, on se dit ah ouais, quand même, ça collecte de l'argent. Ouais, Je pense que le chiffre qu'il faut l'édition. regarder, c'est pas ça, c'est le nombre de souscripteurs. Tu vois là, Ouais. il y a 92 passionnés qui ont pris le risque de financer ce projet. Il va exister au moins pour eux, ça c'est sûr. Et maintenant, plus ils seront nombreux, et puis ils vont avoir l'opportunité de créer en fait une présence à ce projet dans les boutiques. Voilà, c'est ça l'enjeu. Donc de se dire, c'est des livres couleurs qui ont mobilisé énormément de travail, mais où on sera peut-être quelques dizaines, j'allais dire en France, mais non, dans le monde, à les avoir. Donc on est aussi dans des objets un peu de collection, un C'est peu fou, beau. quoi. Ok. Bah écoute, formidable. Je pense que ça peut être intéressant maintenant qu'on en sache davantage. Donc tu nous as dit noblesse oblige. En plus c'est Ouais. marqué dessus, un jeu de rôle rocambolesque de cap et d'épée. Donc on va pouvoir jouer des mousquetaires, c'est bien ça? Est-ce qu'on va pouvoir jouer autre chose encore? Alors, on va pouvoir jouer en fait plusieurs personnages différents qui sont des archétypes de cette fiction. Effectivement, on pense aux mousquetaires parce que les trois mousquetaires, quoi. Voilà. Et Bien puis sûr. c'est une œuvre qui a été adaptée au cinéma. J'ai envie de dire, chaque décennie connaît son adaptation des trois mousquetaires. Mais en fait, quand tu regardes un peu attentivement cette littérature et puis ces films, parce qu'il y a eu aussi des créations originales, le cinéma ne s'est pas contenté que de réadapter l'œuvre d'Alexandre Dumas. Il y a un certain nombre de personnages qui reviennent souvent. Et donc, oui, des militaires, qu'on appelle mousquetaires, mais il y a aussi des larrons, finalement des bandits de grand chemin, et qui peuvent être aussi des bandits au grand cœur, des intrigants, des gens qui, voilà, au entourage des puissants, qui chuchotent à leurs oreilles, et puis qui sont dans des manigances, des érudits, parce que c'est aussi souvent inscrit dans une période où peu à peu, l'esprit des Lumières va naître, lentement mais sûrement, des duellistes, parce que il n'était pas rare de résoudre les querelles au petit matin, dans le brouillard, dans une prairie, rapière au clair ou au pistolet. Et puis, des figures un peu moins évidentes, mais qui sont tout aussi pourtant truculentes. Le domestique, que serait D'Artagnan sur plancher. Et puis, les comédiens, parce que souvent, il y a des moments où les héros de cette littérature côtoient le monde du spectacle. Et du coup, ça crée un panel de personnages qui fait que tu vas pouvoir être dans les Trois Mousquetaires, c'est vrai, mais peut-être tu seras plutôt dans une pièce de Molière avec ce que ça peut avoir de cocasse, dans une espèce de huis clos. Imaginons un scénario où tu aurais un comédien et son domestique et qui côtoierait un érudit. Voilà, on serait loin des Trois Mousquetaires, mais on serait quand même dans des problématiques d'honneur, dans une époque historique où il y a de l'intrigue et puis des histoires rocambolesques, à rebondissement. En plus de ça, tu évoquais par exemple les joutes au petit matin, mais en effet là on pense directement aux joutes d'escrime, mais il me semble que Noblesse Oblige permet aussi de pouvoir s'affronter d'autres manières à travers par exemple des joutes verbales, c'est ça? Exactement. Alors en fait, il y a une règle qui est au cœur du jeu et qui est accessible à tous, puisque ce qu'il faut dire, c'est que dans ces jeux, c'est qu'on a quelques règles qui sont accessibles à tous. Là, je crois qu'il y en a 7 ou 8, vraiment, cœur, avec des petits aménagements périphériques. Et puis surtout, chaque classe de personnage, livret, comme on dit dans ces jeux-là, possède ses propres règles. Et autrement dit, si un livret, un type de personnage n'est pas présent autour de la table, ces règles seront absentes de la partie. Donc quand tu choisis ton livret, tu décides aussi à quel point le jeu va être ludique sur quels aspects, et pour tout le monde. Donc, ceci étant posé, il y a une règle commune à tous qui s'appelle croiser le fer. Et en fait, croiser le fer, c'est une règle qui permet de régler les différends.
Mais il y a bien des façons de croiser le fer. On peut effectivement le faire en sortant son épée et en se battant en duel, Mhm. mais on peut aussi croiser le fer en lançant l'invective à quelqu'un, en le ridiculisant avec un bon mot, en faisant une plaisanterie à ses dépens, et ça aura le même effet. Pourquoi? Parce que dans ce jeu, on va pas s'intéresser à savoir si les gens ont des points de vie. On part pas du principe qu'on est là pour s'entretuer, même si ça peut arriver. Mais du point de vue de la fiction, on se dit, il y a des gens, ils vont perdre l'intérêt pour la fiction, ils vont perdre l'intérêt à s'opposer à l'action de nos héros, et puis nous, on va essayer de faire en sorte que des tristes cires perdent intérêt à leur manigance. Et c'est pour ça que les personnages sont plutôt définis par ce que nous on appelait des points de morale. Et donc les actions que tu fais quand tu croises le fer permettent de démoraliser l'adversaire, de le faire renoncer. Autrement dit, si tu vaincs quelqu'un par le fer, eh ben effectivement, tu l'as peut-être blessé suffisamment, suffisamment malmené physiquement pour qu'il renonce. Mais tu peux tout à fait le faire, comme je te le disais, avec un bon mot, une plaisanterie, une rumeur, une intrigue, une manigance, et puis aussi un pistolet, ou tout simplement un simple croche-pied. L'acrobatie peut être aussi une façon de mettre hors jeu à l'adversaire. Donc, et c'est en cela qu'il est rocambolesque, c'est-à-dire que tout ce que je viens d'énumérer sont autant d'armes à la destination de nos ennemis et dont les joueurs peuvent s'emparer sur un pied d'égalité. Donc oui, dans ce jeu, la plume fait autant de mal que l'épée, et le verbe peut te faire saigner, si je puis dire. Formidable. Petite question là qui me vient comme ça. On est souvent face à la problématique de ce n'est pas parce que on est médecin dans la vraie vie que l'on ne peut pas jouer un médecin, par exemple, dans un jeu de rôle. Oui. Est-ce que Noblesse Oblige fait uniquement part au RP des joueurs et des joueuses, ou est-ce que on va pouvoir, pour des personnes qui auront plus d'inquiétude à se mettre dans le personnage, arriver à pouvoir s'exprimer comme il souhaiterait, enfin faire en sorte que son personnage puisse Alors, s'exprimer comme il le souhaiterait? là-dessus, déjà, il n'y a pas de règle. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne manière de jouer au jeu de rôle au sens de prendre la parole à une tour de table. Il y a une bonne manière d'animer une table de jeu. Bien sûr. C'est simple, il faut s'assurer que la parole circule. Je pense qu'un bon meneur de jeu, c'est celui qui va faire en sorte que tout le monde ait eu un peu un temps de parole, et puis qui a été attentif, fait que quelqu'un n'ose pas trop se lancer et qui lui tend la perche. On peut jouer en parlant comme son personnage. On peut jouer au jeu de rôle en parlant de lui la troisième personne. Si je te dis mon personnage est un tel et il habite à tel endroit, il côtoie ces gens-là, et quand il s'exprime, il a recours à tel type de formule, mais que tu vois, je ne me suis pas exprimé à la première personne parce que je ne m'en sens pas l'aisance, tu vas comprendre de quoi il retourne. Il n'y a pas besoin d'être acteur. Il n'y a pas nécessaire d'être comédien pour jouer un rôle à une table de jeu de rôle. Après, je pense qu'il faut jamais perdre de vue une chose, c'est un jeu de société. Donc vous jouez avec des gens que vous avez choisis, et ces gens-là, ils vous ont choisi en retour. Donc n'ayez pas de pudeur, ils vous connaissent, ils connaissent vos difficultés à prendre la parole ou à s'exprimer, ils connaissent votre humour. Donc on est là pour passer un bon moment tous ensemble. Donc le jeu de rôle, c'est une conversation où on raconte n'importe quoi. Il faut vraiment avoir ça en tête. Alors, ce qui est particulier à ces jeux, dans la famille de Noblesse Oblige, les fameux PVTA, c'est que les règles du jeu ne disent pas seulement tiens, je fais une action, est-ce qu'elle réussit ou est-ce qu'elle échoue. Elles sont plutôt de dire moi j'aimerais bien que la scène se passe comme ça, j'aimerais bien défaire un tel par l'épée, j'aimerais bien mettre au point une manigance qui fait qu'il va être ridicule, j'aimerais bien me moquer de lui. Et le jet de dés va nous dire notre degré de liberté pour interpréter les conséquences. C'est pas je t'attaque, est-ce que je te touche, c'est non, je t'ai affronté et qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Est-ce que j'ai le droit de dire que je t'ai vaincu? Est-ce que j'ai le droit de dire que je t'ai fait souffrir, mais tu m'as retourné quelque chose en retour? Ou au contraire, ah non, ça s'est très mal passé, vas-y, le meneur de jeu, t'as le droit de m'en mettre plein la tête, parce que c'est toi qui dirige la fiction. Et c'est aussi des règles du jeu où parfois, ce qu'elles introduisent, c'est des questions auxquelles tu dois répondre. Et du coup, mécaniquement, en répondant aux questions qui te sont posées, tu peux avoir des règles du jeu où on te dit, bah, vous allez faire un test, voilà une liste de 7 questions, et puis en fonction de la réussite que vous aurez le droit de répondre à 3, à 4, à 5, et les réponses que vous allez apporter, vous allez les improviser, et avant enrichir le récit. Donc, tu vois, on est libre d'apporter des choses. Et puis des fois, c'est des contraintes. Alors je prends un exemple que j'aime beaucoup dans ce jeu, qui est vraiment une trouvaille des auteurs qui est absolument remarquable. Le principe des PBTA, c'est que les règles, elles ont un déclencheur. Les règles, c'est simple, c'est que si le déclencheur se présente, on doit appliquer la règle.
Et donc, dans ce jeu, nous avons une manœuvre, c'est comme ça qu'on appelle ces règles, qui s'appelle beuverie. La règle est la suivante. Lorsque vous buvez plus que de raison, jetez le dé et il vous dira ce qu'il en retourne. Cette règle dit la chose suivante. Lorsqu'on est dans une auberge et qu'on picole un peu, et qu'on boit plus que de raison, il y a 3 choses qui peuvent se passer. Ou ne pas se passer. Et c'est ça l'enjeu de la scène. Est-ce que je vais enfoncer quelqu'un ? Est-ce que je vais garder le contrôle de moi-même ? Est-ce que je me souviendrai de tout ? Ouais. Donc 3 affirmations, n'offenser personne, garder le contrôle, se souvenir de tout. Si tu fais ton jet de dés et que tu réussis exceptionnellement, tu auras le droit de dire que 2 de ces affirmations sont vraies. Ok. Si jamais tu réussis partiellement, une seule. Et si jamais tu échoues, tout est faux. Mais on est plusieurs autour de la table dans cette scène de beuverie. Donc chacun fait son jet pour soi. Donc peut-être toi, tu n'as offensé personne. Peut-être que moi, j'ai gardé le contrôle. Mais toi et moi, on ne se souviendra de rien. Et à l'intersection de toutes ces contraintes qui vont nous arriver à nous, on va devoir raconter au MJ comment s'est passée la soirée. Et il va devoir faire avec. Par contre, pour tous ceux qui ne se souviendront pas de tout, lui, il a la liberté de se dire, la scène d'après, c'est le petit matin, vous avez la gueule de bois, votre chemise est débraillée, vos vêtements sont tachés, et l'homme qui est en face de vous, lui, est en pleine forme, et il vous défie en duel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'en savez rien, mais maintenant, dans la scène suivante, c'est parti, quoi. Il se retrouve face à l'affrontement. Exactement. C'était qu'un exemple de l'interprétation de la situation. Mais tu vois, on est sur des jeux où c'est pas forcément chercher à résoudre une énigme ou à briller par son intellect par rapport à un problème que l'animateur a caché derrière son paravent. Non, on est vraiment là pour, dans une conversation collective, avec des règles qui nous incitent à être imaginatifs, de faire en sorte que l'histoire émerge par elle-même et qu'indépendamment de l'intrigue, chacun ait l'occasion de faire briller son personnage. Et c'est vraiment ça qui nous motive. Finalement, c'est un peu des jeux de vantardise, tu vois. Tu dis voilà, moi mon personnage sait faire ça, je prétends que ça va bien se passer. Ok. En tout cas, très chouette ce principe de beuverie. Il y en a d'autres un peu dans cette idée-là, je suppose ? Ouais, il y en a d'autres. Celui-là était très saillant, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, mais on va avoir la même chose avec faire preuve de subterfuge envers quelqu'un, faire fi de l'impossible pour réaliser une acrobatie invraisemblable. On va avoir aussi des choses qui sont particulières à certains livrets. On a une aussi qu'on aime beaucoup qui s'appelle Comté Fleurette et qui permet d'introduire des romances et de se forcer à les jouer sérieusement. Voilà, et c'est ainsi que D'Artagnan tombe amoureux d'une fille dont il ne pensait pas que c'était possible. Mais voilà, c'est arrivé malgré lui. Ah, donc, c'est un beau défi. Et inversement, voilà. Ah, ça peut être très intéressant, je suppose, à la fois pour des personnes qui ont l'habitude de jouer assez régulièrement et qui veulent être un petit peu forcées physiquement à jouer un autre type un autre archétype, et éventuellement je pense que ça peut aussi guider les nouveaux, ceux qui vont découvrir le jeu de rôle. Donc c'est plutôt chouette. Tu sais ce qu'on a beaucoup constaté en allant sur des salons, sur des événements, c'est des gens qui avaient une très grosse culture du jeu de rôle, qui avaient l'habitude, qui avaient l'impression d'avoir tout vu, donc c'était juste le côté PDP qui les intéressait. Bien sûr. Ils étaient un peu déboussolés parce que finalement... ils ont partout. J'ai réussi, je pas réussi. Non, on se fout, la question c'est pas de savoir si t'as réussi, la question c'est est-ce que t'as enfoncé personne, est-ce que t'as gardé le contrôle de toi, est-ce que tu te souviendras de tout. Je dis oui, non mais d'accord, mais déjà réponds à ça. Dans les faits. on verra ce qui se passe. Alors que par contre, les débutants, tu leur dis écoute, le jeu de rôle, c'est un loisir d'imagination. On prend la parole, on invente tout au fur et à mesure, et tu vas voir, on est guidé par les règles, il suffit de faire ce qu'on te dit. Et eux, au contraire, ils vivent ça avec une très grande aisance, parce que voilà, vous buvez plus que de raison, vous faites votre test, vous faites propositions, vous répondez, puis après on vous dit, ok, donc maintenant que vous avez fait les choix, collectivement, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais on te laisse pas tout seul avec la réponse. On va avoir une vraie conversation, mais qu'est-ce que ça veut dire le fait que t'as offensé personne, que moi j'ai gardé le contrôle de moi ? Qu'est-ce que ça veut dire que, tu vois, tu réussis une prouesse et que tu as le droit à certaines extravagances ? On est tous ensemble pour inventer le récit. C'est ça va être une écriture commune en certaines mesures. Et du coup, qui a l'air de se diriger, comme tu l'avais évoqué un peu auparavant, qui a pour but de faire des choses qui sont plutôt cinématographiques. Le but, c'est pas de se prendre la tête avec des règles, avec le principe PDTA, mais de pouvoir juste
profiter et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai vu dans ce dernier film, qu'est-ce que j'ai envie de jouer, est-ce que je veux jouer ma romance comme ça, est-ce que je veux me faire découvrir au petit matin par son mari et repartir en passant par la fenêtre en tenant mon caleçon. Ouais, je pense que ça peut donner des scènes qui doivent être vraiment incroyables et terriblement cinématographiques comme je l'évoquais, purement du plaisir de raconter des histoires en commun, c'est très très chouette. Bah, c'est ce Très qui très nous chouette. anime. C'est-à-dire que c'est pas, euh, c'est pas des jeux à énigmes, à puzzle game. Et d'ailleurs, un peu comme dans tous les films de KPDP, tu vois, il y a pas. Mm. N'importe quel film de KPDP commence, tu vois qu'il y a un cardinal habillé en rouge, qu'il y a des mecs habillés en noir et qu'on pas l'air commode. Tu dis, bon, ok, c'est bon, c'est eux les méchants, et puis c'est avec eux que ça va castagner. C'est pas, tu vois, c'est pas un polar. L'enjeu, c'est Mhm. pas de trouver la réponse. L'enjeu, c'est. Bon, ils sont quand même plus nombreux, ils ont l'air drôlement équipés. Comment on va faire pour qu'ils ils renoncent à nous les briser, quoi? Comment on se débarrasse de ces gens-là, en fait? Et puis, en fait, pourquoi ils sont si pénibles? Qu'est-ce qu'ils cachent, en fait? Enfin, mais bon, voilà. Et puis, profitons de la vie, parce que c'est aussi ça, les histoires des Trois Mousquetaires. C'est l'histoire d'une amitié, Mm. de gens qui ne pensaient pas pouvoir se rencontrer et qui profitent de la vie. Et finalement, c'est assez emblématique de ce qu'est une table de jeu de rôle, je trouve. Complètement, je suis tout à fait d'accord. Et puis ça a l'air très intéressant. J'ai vu qu'il y avait les attributs. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Alors, oui, alors en fait, dans Noblesse Oblige, on n'a pas on a l'équivalent de caractéristiques, si tu veux, mais on a appelé ça des attributs. Donc, il s'agit de 4 valeurs de référence que tu vas fixer au départ, et elles ont en fait un champ d'application. Il n'est pas rare que une règle de jeu te permette de résoudre une action avec l'attribut de ton choix, parce qu'en fait, tu vas, d'une certaine manière, connoter. Alors, je prends un autre exemple. On a une règle qui dit faire fi de l'impossible. Hmm. Quand vous tentez une action audacieuse dans une situation périlleuse, c'est ça les circonstances. Et tu vois, si jamais je veux le jouer avec flamboyance, ça veut sans doute dire que je tente de troubler quelqu'un par une posture, un trait d'esprit ou une action incongrue. Bref, j'en fais des caisses, quoi. Ouais. Mais si jamais j'opte pour la manière brutale, violente, quitte à fracasser une partie du décor, c'est plutôt le fait d'être gaillard qui intervient. Hmm. Mais si c'était une acrobatie spectaculaire, non, c'est plutôt d'être vaillant. Et si c'était prendre la situation à contre-pied pour avoir recours à la ruse, c'est plutôt subtil. Mais tu vois, Hmm. la même règle de jeu, on peut en faire des choses très différentes juste parce qu'on a décidé de l'employer avec tel ou tel attribut. Alors, on pourrait être tenté de se dire, oui, bah c'est facile, je vais prendre l'attribut qui m'est le plus favorable. Eh ben, c'est pas forcément la meilleure décision à prendre, parce que dans ces jeux, je vous rappelle, on aura toujours 3 degrés de lecture. Le succès partiel et le revers de fortune. Mais le revers de fortune, certes, l'action n'a pas abouti comme on l'espérait, Hmm. mais en fait, elle introduit ses propres questionnements qui fait qu'on va inventer tous ensemble la péripétie qui fait que c'est pas la catastrophe, mais effectivement, ça se complique. Mais est-ce que ça nous intéresse vraiment de suivre une histoire où tout se passe comme prévu? Ben non. Ce qui fait que l'histoire est passionnante, c'est que des types nous mettent un bourre-pif auquel on ne s'attendait pas, qu'ils nous rattrapent dans une ruelle, qu'ils nous capturent, qu'ils nous envoient un mot cinglant et qu'on est un peu désarçonné. Et que du coup, hop, règle suivante pour essayer de retourner la situation à notre avantage. Et le fait de pouvoir choisir son attribut, bah, c'est ce qui fait qu'on va être très à l'aise en fait pour jouer. On va pas se dire, ah bah oui, mais moi j'ai pas mis mes points là-dedans, donc ça marche pas. Bah non, mais toi, tu les as mis où? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as mis tes points plutôt à cet endroit, c'est bien que toi, tu avais envie que ton personnage soit plutôt gaillard, plutôt flamboyant, plutôt subtil. C'est un choix conscient, délibéré que tu as fait. Donc, Hmm. suis ton instinct, tu as fait ce choix-là, le jeu va servir ton appétit, en fait. Il est écrit comme ça. Super, j'aime beaucoup ce principe et en plus qui va faire appel à des manières de réagir qui sont extrêmement différentes comme tu l'as évoqué, plutôt dans dans l'agressivité avec Gaillard ou alors chercher des manières détournées avec Subtil. Ça va vraiment amener et enfin tout le système a l'air de tourner autour du principe de vraiment du côté narratif d'inviter le joueur à s'investir dans l'histoire, c'est super intéressant. Bah, l'idée, c'est vous êtes venu pour vous amuser. Bien sûr. Faites-en des caisses. Et Ouais. vous serez récompensé. Je sais pas à quel point dans le bouquin ça sera indiqué de faites-en des caisses, mais c'est vrai que Alors, c'est comme ça qu'il faut jouer à ce jeu en tout cas, ça a l'air. souvent, ces jeux-là, ils sont extrêmement illustrés d'exemples. Alors là, en fait, en Mm. l'occurrence,
chaque fois que tu as une règle qui est présentée, pour les règles principales, tu as un exemple. Et cet exemple, le parti pris qu'on a eu, il est présenté comme dans un livret théâtral. C'est-à-dire, tu as les répliques qui s'alternent avec qui parle. Et c'est des situations qu'on a jouées au fil des années dans les parties tests. Et tu vois, c'est pas seulement, tu vois, le jet de dés a réussi, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est quelqu'un dit, bah je ferais bien ça, ah je crois que c'est cette règle-là, ouais t'as raison, appliquons-la. Qu'est-ce que t'as fait? Ah moi, tu vois, c'est la conversation qui a eu autour de la table. C'est pas juste la description dans l'action, comme on le fait souvent, genre, ah il a fait ça, donc ça veut dire qu'il a réussi. Non, il a fait ça, donc la règle lui a dit, voilà le matériel qui est à ta disposition, et l'exemple, c'est la conversation entre les joueurs sur comment je m'en saisis. Et puis à la fin de la conversation, ok, vu ce qu'on s'est dit, on va dire qu'en fait c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Pour bien montrer que certes, il y a un animateur qui a une intrigue et qui guide le groupe. Certes, les autres ont chacun un personnage, mais l'histoire, la façon dont ça se déroule, la manière dont les choses se nouent, les engrenages, ils sont écrits tous ensemble. Parce que le résultat du jet de dés, c'est pas pour te sanctionner toi, c'est pour nous dire à tous, au vu de ton initiative, vers où doit aller l'histoire. Qu'est-ce qu'on doit inventer maintenant? Ok. Très bien. Bah écoute, en tout cas, merci pour toutes ces explications. J'ai maintenant quelques petits défis à te soumettre. Oula. Le premier, ça va être de nous donner une phrase, un groupe de phrases, maximum 3 minutes pour arriver à la faire, pour nous briefer, enfin pour nous donner envie de découvrir l'univers, de le présenter. Et voilà, que nous, après, on puisse réutiliser cette phrase pour pouvoir inciter les gens à pouvoir se mettre à avoir envie, eux aussi, de posséder Noblesse oblige. Donc, 3 minutes pour nous briefer ça de la meilleure manière qui soit, et surtout, plus particulièrement, vu qu'on a pas mal parlé du système de règles pour présenter son côté narratif, de nous présenter l'univers. Non, mais je pense que peut-être ça va vous donner l'impression que j'enfonce des portes ouvertes au vu des références que j'ai évoquées, mais si le simple énoncé de un pour tous, tous pour un, vous donne du frisson, vous êtes au bon endroit. C'est vraiment ça dont il s'agit. Et les auteurs, ils ont mis en avant 4 grands principes que vous pourrez lire et relire en vous demandant mais qu'est-ce que ça veut dire autour d'une table de jeu ou dans une cohésion de groupe. Soyez audacieux et intrépides. Aidez à faire briller les autres, et quand c'est votre tour, soyez éclatants. Ne fuyez pas devant l'adversité. Quoi qu'il advienne, soyez remarquables, dignes et honorables. Et pourquoi ça? Parce que noblesse oblige. Oh, mon Dieu. Mais quel auteur. Magnifique. En l'occurrence, je fais le perroquet de deux talents formidables que j'ai la chance de publier. Mais vraiment, c'est ça. Si vous vous dites, mais moi, ce qui me plaît, c'est de me dire que tout est possible, que l'action la plus extravagante ne sera pas sanctionnée. Oui, tomber d'un toit en s'accrochant à des rideaux, tomber d'une fenêtre du 4e étage en s'accrochant à des rideaux et arriver en contrebas, pile poil, dans une charrette pleine de foin qui passait par là, comme par hasard, et donc m'en sortir sans encombre. Non, je ne trouve pas ça ridicule, j'ai envie de vivre ça, vous êtes au bon endroit. Magnifique. Eh ben écoute, c'est super. J'ai maintenant encore une autre question. Si tu devais citer, on va peut-être poser les questions qui fâchent, mais si tu devais donner 2 défauts à Noblesse oblige, ça serait... 2 défauts. Ouais, bah oui, on va pas parler que en positif non, mais non t'as plus. raison, Hein. c'est une très bonne question et il faut pas se voiler la face. Je dirais, alors plutôt que de défaut, je parlerais d'angle mort ou d'insuffisance. Ouais. Je pense que dans le jeu de rôle, il y a souvent l'envie d'avoir un univers qui est fantastique, d'avoir vraiment quelque chose de fantasque. Il n'y a pas de livret de magicien, ni de sorcier, ni de... Voilà, il n'y a pas de dimension fantastique dans ce jeu. Donc c'est vrai que si vous... c'est le fait de l'existence de la magie qui fait que vous avez que l'évasion devient possible, là vous serez un peu orphelin. Cependant, n'oubliez pas que la règle vous invite à nous raconter comment ça s'est passé. Mais vous pouvez très bien avoir des explications un peu foutraques. C'est-à-dire que si vous avez envie de croire que l'issue est c'est grâce à la magie, ça vous regarde, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Quoi qu'il en soit, le jeu ne part pas du principe que c'est le cas. Donc ça, je pense que c'est une première critique qu'on peut lui faire. Ok, oui, je vois. Enfin, si quand vous parlez au KPDP,
vous en aimez des représentations historiques, fidèles. Si ce que vous cherchez, c'est un jeu d'histoire, Hmm. euh, c'est pas le cas. En sens où vous allez jouer avec l'histoire va nourrir votre imagination. Mais on cherche pas à être une équipe de gens qui sont très érudits sur une époque ou sur les aventures d'un roi, etc. On est vraiment dans la position d'Alexandre Dumas et peut-être même de Victor Hugo, c'est de se dire, le peu qu'on en sait en commun, ça nous suffit à y croire, et le reste, on va tout inventer. Hmm. Et donc, si on décide que le roi de France n'avait pas que des maîtresses, mais aussi des amants, eh ben, on y va. On ne s'interdit rien. Mais ça, je peux comprendre que des gens qui sont amateurs d'histoire ou pour qui le jeu de rôle a été aussi un vecteur de construction en fait de culture historique, ils puissent préférer d'autres jeux. Donc c'est vrai que Noblesse oblige, se joue des codes, ne veut pas jouer fidèlement dans une époque et ne cherche pas forcément la fantasy au sens le fantastique, le magique. Ok. Voilà. Je pense que c'est les deux critiques qu'on peut lui opposer en ce sens que si c'est ça qui m'attire, et tu vois, on joue tout à fait C'est ça, transparent. oui. Tu vois, si tu as envie qu'il y ait de la magie, etc., bon, il y a Septième Mer. Si tu as envie que ce soit très historique, il y a Tes Dômes pour un massacre. Et puis, tu vois, peut-être à l'intersection des deux, il y a les Lames du Cardinal. Hmm. Mais dans les faits, tu vois, Noblesse oblige, c'est un jeu qui a été aussi accouché avec une communauté sur un Discord pendant des mois, des années. Il y a des gens qui ont fait des expérimentations parce qu'ils avaient l'appétit de tout ça et puis qu'ils ne le trouvaient pas. Ils y sont quand même revenus. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'adjectif rocambolesque. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous ont dit, mais c'est aberrant parce que le PDP, grosso modo, vous êtes entre le 16e et la Révolution française, et rocambolesque, c'est un terme du 19e. Et oui, mais parce qu'en fait, c'est pas la fidélité qui nous intéresse. Nous, on fait du KPDP comme Hollywood revisite les histoires de pirates avec Pirates des Caraïbes. Oui. C'est-à-dire que pour nous, le code de pirate, c'est plutôt un guide, tu vois, plutôt qu'un règlement précis. Voilà, et on se satisfait très bien de ça. On n'est pas dans le jugement de valeur, c'est juste que on veut être libre de débrider notre imaginaire, y compris en viollant un peu l'histoire, quoi. C'est pas grave. Ok, donc en fin de compte, ces points négatifs, c'est surtout des partis pris qui ont été définis par les auteurs pour arriver à faire de Noblesse oblige un jeu de rôle qui soit original et que l'on retrouve difficilement ailleurs par rapport aux Ouais. autres qui existent déjà en soi. Et en fait, pourquoi je te dis que que je te réponds à ta question sur les défauts de cette manière-là, parce que tu poses la question à l'éditeur. Moi, en Bien tant sûr. qu'éditeur, je vois que quelqu'un me pose une question. Est-ce que votre jeu est pas mais ça je voudrais répondre oui, comme ça, tu vois, les mecs qui l'achètent. Ça c'est fait. Tu vois, si je dis oui à tout le monde, bah, c'est bon. Enfin, tu vois, mais non, c'est pas le cas. Par contre, ce que je peux vous garantir, mais ce que promet tout PBTA, c'est que l'intention initiale qui est affichée, ça le fait et ça le fait très bien, mais parce que tout est écrit dans cette direction. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas vous en saisir pour vous faire un pas de côté. Mais quand vous verrez les écueils de ça, ne le reprochez pas au jeu, parce que vous êtes sortis des sentiers battus où des gens ont travaillé pendant des mois et des années à choisir. Ces règles de PPTA, chaque déclencheur a été choisi, chaque mot a été pesé, chaque virgule a été pesée. Et dans les questions et les énoncés qui en découlent aussi. Il y a des trucs qui ont été réécrits 100 fois pour arriver à un énoncé où les interprétations possibles ne trahissent pas le code esthétique. Donc à la fois c'est très large et en même temps il y a des angles morts et voilà, il faut savoir où on est. Ok, mais écoute, magnifique. On pourrait peut-être finir maintenant sur 3 petits points positifs, question de finir ça en beauté. Quels sont pour toi les 3 points qui t'ont fait dire que Noblesse oblige est un jeu que tu as envie de recommander? Moi j'avais l'appétit du PBTA par rapport à ses promesses. Mais quand je voyais les jeux, il n'y en avait pas beaucoup qui me parlaient à moi, tu vois. Et je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est que faut commencer dans ces univers de jeux si l'univers te plaît. Moi, ce qui fait que j'y suis venu, c'est que le KPDP a bercé mon enfance, que j'ai déjà des souvenirs émouvants de ça, et puis que je trouve ça génial que comme je te disais, chaque décennie se réapproprie le genre. Toutes les adaptations du Masque de Fer ou des Trois Mousquetaires ne me plaisent pas, mais je trouve que c'est bien. Ce qui fait que j'aime aussi beaucoup le KPDP, c'est aussi la personne d'Alexandre Dumas. Je pense que c'est une littérature qui peut réconcilier les générations et qui peut réconcilier beaucoup de gens dans les différences.
Alexandre Dumas, c'est quelqu'un qui joue avec une histoire, d'une période qui est difficile dans l'histoire, où il y a aussi des tensions dans les milieux religieux, mais c'est jamais le sujet de l'intrigue. La tolérance n'est pas un sujet, en fait. On doit se tolérer. Alexandre Dumas, c'est l'enfant métis d'un Français parti dans les territoires ultramarins, et voilà, et qui revient avec un enfant dans les bras. Et je pense que ça aussi, c'est important. Et je n'avais pas compris pourquoi il n'y a pas un portrait d'Alexandre Dumas dans toutes les écoles de France. Façon de dire, la France quand même, c'est celle-là, en fait. Il y a tout le monde. Donc, et je pense que Noblesse Oblige porte ça, vraiment. Le côté, l'envie d'être avec les autres. Il y a le sentiment fraternel, en fait. Ces 3 mousquetaires qui ne se sont jamais posé la question de savoir s'ils devaient devenir les 4 mousquetaires le jour où un 4e est fait. Et du coup, il y en a toujours un de trop, mais personne ne sait lequel. Parce que c'est pas le sujet, en fait. On est ensemble, c'est tout. Ok. Voilà. Et ce jeu porte ça, vraiment. Super. Eh ben écoute, magnifique. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter concernant Noblesse Oblige? Oui, merci aux auteurs de m'avoir fait confiance. Merci à JC d'avoir accepté de faire une direction artistique. Quand je lui ai dit on va faire un truc de KPDP sur une pug historique, mais je veux que tu nous débarrasses de toute référence historique, parce que le PBTA, c'est des jeux d'une modernité. Moi, je suis un peu fatigué de certains recours un peu systématiques dans le jeu de rôle. Et donc, va me chercher des couleurs auxquelles on ne penserait pas forcément quand on pense à cette époque-là. Réinvente les codes, oui. C'est le sang bleu, oui, le blanc, c'est la couleur du roi. Donc, il faut que ce soit présent, mais essaye de nous proposer une autre incarnation de ça, d'en faire autre chose. Et il a relevé le défi. Et puis, il y a David Chapoulet, illustrateur, qui s'est livré au jeu, de traiter certains sujets que par le croquis, alors qu'il avait envie de finir les illustrations, de nous faire vivre toutes les étapes de la création, qui fait que dans le jeu, on va pouvoir avoir à la fois les illustrations finies, mais aussi les illustrations à des étapes intermédiaires, parce qu'il a choisi des moments pour saisir ce qu'il faisait dans le dessin. Ah, c'est génial. Parce que le PBTA, c'est en construction. Tu vois, il n'y a pas de pré-tiré dans le PBTA. Il y a un livret d'archétypes où tu vas t'approprier. Donc du coup, tu as la tradition de jeu de rôle d'illustrer l'archétype, mais est-ce que finalement il ne faut pas illustrer le fait qu'il est en construction, en devenir, parce que c'est toi qui vas t'approprier. Ok, donc ça a été une recherche qui a été encore plus travaillée par rapport à la volonté de PBTA. D'accord. Exactement. Et en fait, je me suis retrouvé à la tête d'une petite équipe qui avait envie d'innover et qui avait envie de réinventer les choses. Et pour tout ça, à ces gens-là, je leur dis merci, parce que ça a été une expérience de travail, de création rocambolesque. Et rocambolesque, vraiment inouï. Ouais, inouï. Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi Sébastien pour la présentation. À toi, franchement, de donner l'occasion de partager ce qui nous a fait vibrer dans le plus grand secret, et puis voilà, de nous permettre d'en parler, quoi. Merci beaucoup. Bah écoute, le jeu a l'air extrêmement beau, j'ai pas encore pledgé, il est déjà validé, c'est magnifique. Si jamais vous avez envie d'en savoir davantage et voir comment ça se joue, eh bien bonne nouvelle, les amis de chez Dice Story ont fait une partie de jeu de rôle qui est présente ici et sur la chaîne de Dice Story, vous pouvez aller voir ça. Sinon, la page du financement participatif pour vous aussi faire en sorte d'obtenir Noblesse Oblige se trouve dans la description de la vidéo que vous regardez. Et puis bah je pense qu'on a fait le tour comme il fallait, donc je te remercie encore une fois Sébastien, et puis bah à très bientôt. Ciao.